Donc nous reprenons activité 7, donc avec un exemple de marché concurrentiel, donc le marché de l'aérose de Lautrec. Alors vous avez donc le document 7 qui décrit en fait comment est construit, on va dire, comment est constitué ce marché de l'aérose de Lautrec. Et en fait, alors le but de l'activité, c'est dans un premier temps de voir en fait dans la description ce qui relève des différentes hypothèses ou des différentes conditions d'un marché concurrentiel. En fait, il s'agit de retrouver les conditions d'un marché concurrentiel dans l'exemple qui nous est donné du marché de l'aérose de Lautrec. Donc ça veut dire que vous devez lire le document tranquillement, hein, vous imprégner de ce qu'il raconte. Voilà, je vous ai mis une petite capture là pour voir où est-ce que se trouve Lautrec. Oui, c'est près de Montpellier, sud de la France, dans le Tarn. Bon, c'est toujours bien de savoir. Et donc la première chose à faire, c'est ici de relier chaque item, qui sont en fait dans le texte, relier chaque item à une des conditions ou alors des conséquences du modèle de marché concurrentiel. Alors vous mettrez pause hein, si vous voulez le faire vous-même, sinon moi je vais directement à la correction pour vous expliquer. Alors ça c'était la remarque, hein, j'ai là aussi. Hop. Alors dans le plan on passe au petit 1, donc voilà ce que je disais, hein, un exemple de marché concurrentiel. Et donc ici vous avez la correction. Donc je vous laisserai relier les bons éléments, hein. Petit 1, donc c'est les producteurs sont de petite taille et très nombreux, bah, c'est la condition d'homogénéité. Le petit 2, c'est comment dire, est-ce que j'ai bien dit ça? Ah oui, non, j'ai dit une bêtise, excusez-moi. Oui, dans chaque segment de marché, les produits sont parfaitement substituables. Ça veut dire que l'aérose de tel vendeur, c'est le même aérose que tel autre vendeur. Donc il n'y a pas différentes gammes d'aérose. Donc ça, c'est le petit 1, donc c'est condition d'homogénéité. Et le petit 2, en revanche, c'est bien la condition d'atomicité, ils sont très nombreux et de petite taille. Donc on voit bien, voilà, le 2 est ici, ça va vers atomicité. Ensuite, le produit est peu transformé, donc sa qualité, l'information sur sa qualité est assez transparente. Ça veut dire qu'on voit bien si l'ail il est de bonne qualité ou pas. Un ail pourri, ça se voit tout de suite. Donc on ne peut pas se faire avoir en achetant un ail de mauvaise qualité, parce que ça se voit tout de suite. Donc ça, le fait que la qualité est constante et qu'on voit bien quand si c'est pas bien, on ne peut pas se faire arnaquer, eh bien ça va dans la transparence. Donc on voit, on est en mesure de connaître la qualité des produits et les prix partout, les prix pratiqués partout. 4. Il n'y a pas de barrière à l'entrée sur ce marché. Voilà, quiconque a envie de se mettre à vendre de l'ail de Lautrec, de l'aérose de Lautrec, eh bien il peut. Et il peut en fabriquer et se mettre en vente si ça lui fait plaisir. Donc 4, c'est la condition de fluidité. Ensuite, euh, pas de barrière. Alors les facteurs de production sont mobiles. Donc ça, bon, c'est transparent comme expression, hein. Donc mobilité des facteurs. Ensuite, on peut retirer facilement de ce marché, on se retirer de ce marché en récupérant son capital pour en faire autre chose. On peut arrêter de faire de l'ail et puis faire autre chose, hein. Ça, c'est également mobilité des facteurs de production, enfin fluidité plutôt. Enfin, c'est un peu mélangé de certaine façon, hein. C'est fluidité, on peut sortir du marché facilement, mais j'aurais pu aussi rajouter ça à l'hypothèse de mobilité des facteurs, puisque on peut les utiliser à autre chose, les facteurs. Bon, c'est pas très important. Ensuite, 150 producteurs, 88 communes, nanana, donc beaucoup de producteurs. Donc ça va encore avec l'hypothèse d'atomicité, ils sont très nombreux. Beaucoup de petits producteurs, c'est encore l'atomicité, vous voyez, on se répète un petit peu. Et enfin, personne ne peut influencer le prix par son comportement. Les agents sont preneurs de prix. Bon bah là, on aurait du mal à se tromper, hein. Les agents sont price takers. Donc vous ne pouvez pas influencer le prix de vente sur le marché de l'ail rose de Lautrec. Ensuite, donc la suite du document, donc doc 7b, qui continue de parler de comment s'organise ce marché particulier de l'ail rose de Lautrec. Vous avez, alors c'est un marché qui n'existe plus sous cette forme-là, mais ça a fonctionné dans les années 70. Là, vous avez des photos où en gros les gens venaient avec leur ail rose, ils mettaient ça dans le coffre de leur voiture. C'était un peu la boutique. Bah, c'était comme une boutique en fait. Et les gens venaient regarder ce qu'il y avait à vendre et faisaient des propositions
en écrivant sur un bout de papier le prix qu'ils étaient prêts à acheter le kilo d'ail et la quantité. Et donc le vendeur n'avait qu'à dire oui de la tête ou non de la tête pour que la transaction se fasse. Sachant que les transactions se faisaient tout en même temps à la fin de la matinée, au deuxième coup de sifflet on va dire de la personne qui organisait ce marché. Alors justement, décrivez l'organisation des échanges, je viens de le faire. Donc vous regarderez, hein, donc là c'est le détail du fonctionnement du marché, comment c'est organisé, qui fait quoi, à quelle heure. Bon, donc vous recopierez ça, vous mettrez pause, vous voyez un peu comment c'était organisé. Donc on voit que le marché de l'aérose de Lautrec se rapproche d'un marché concurrentiel car il cumule plusieurs conditions propres au modèle de la CPP. Alors voyons maintenant comment les mécanismes du marché permettent de revenir à la situation la plus avantageuse pour tous les agents, à savoir l'équilibre du marché entre les quantités offertes et les quantités demandées. Donc là, on va passer au petit 2 sur voilà, comment se fait-il que sur un marché, on atteigne ce qu'on appelle le point d'équilibre, c'est-à-dire le niveau de prix pour lequel la quantité demandée est égale à la quantité offerte, ce qui est le point, on va dire, optimal pour tous les agents normalement, puisqu'il n'y a pas de gens frustrés de ne pas avoir acheté ce qu'ils voulaient, et il n'y a pas de gaspillage possible non plus. Donc on va voir comment est-ce que se détermine ce point d'équilibre, et aussi comment est-ce que quand il y a des transformations sur le marché, quand il y a des modifications, on revient automatiquement à ce point d'équilibre. Voilà. C'est ce qui fait, on va dire, rêver les économistes. C'est comment ça se fait que on revient toujours au point d'équilibre. Puisque c'est ces mécanismes de marché qui font que c'est plus avantageux d'avoir une économie de marché pour allouer les ressources plutôt que d'avoir une économie planifiée. Si vous vous rappelez, on ne perd pas le fil de notre propos, hein. Si les économies de marché sont supposées être plus efficaces, ce serait en vertu des mécanismes du marché, justement, qui font que le prix s'ajuste en fonction des situations pour dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils doivent produire plus? Est-ce qu'ils doivent produire moins? Est-ce qu'ils doivent payer plus? Est-ce qu'ils doivent payer moins? Est-ce qu'ils doivent changer de secteur? Voilà. Tout ça pour arriver à une coordination de la production qui soit à peu près cohérente. Donc on va voir concrètement comment ça se passe avec donc des exemples graphiques. Donc on va voir ça dans un petit 2, les effets sur l'équilibre du marché d'un choc d'offres et de demande. Voilà. Donc je coupe et on reprend juste après. A tout de suite.